L'accompagnement apporté a renforcé la confiance qu'on avait en nous-mêmes. On a fait 3 fois le CA de l'an dernier et je pense qu'on a gagné 6 mois, 1 an. Parce qu'en vrai, j'aurais continué à patauger, à tester des petits trucs mais sans aller à fond. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'entrepreneuriat c'est un marathon. Moi je suis pas d'accord, c'est pas un marathon, c'est une course de fond. Cet accompagnement, mais zéro regret parce que ça m'a vraiment permis de structurer pas mal de choses dans la boîte et de repartir avec une vision plus claire sur certaines choses. Je la vois la différence quand je suis avec des gens qui sont portés par ce que je raconte. Petite précision avant de commencer, cet échange, c'est un témoignage d'un de nos clients. Tu verras, l'échange est passionnant. Si jamais tu es entrepreneur et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour réussir la croissance de ta boîte, tu peux retrouver tous les détails sur notre accompagnement. Tu verras, tout est expliqué, il y a plein d'autres témoignages. On a accompagné plus de 500 entreprises depuis le début, on a généré plus de 47 millions d'euros pour nos clients, on a arrêté de compter au bout d'un moment parce que ça faisait trop. Bref, on reprend la vidéo. Et je suis trop content qu'on parle. Parce qu'il y a un sujet dont on parle trop peu, c'est celui de l'inclusion. Et en tout cas, mea culpa sur le média, on en parle trop peu. Alors que, tu sais que paradoxalement, en interne, chez Skilesia, c'est un vrai sujet. Ouais. Et donc, je suis super content de te recevoir. On a plein de trucs à voir ensemble aujourd'hui parce que on va parler de ce sujet, on va parler de ta boîte, on va parler du travail qu'on a fait ensemble, qu'on vous a accompagné et puis on va parler après d'un sujet dont je te laisse le soin du choix. Comment ça va ? Écoute, ça va bien et toi ? Ça va super, ça va trop bien. Comment ça se passe en ce moment de ton côté ? Beaucoup de restructuration en ce moment parce qu'on a grandi en termes de CA notamment, en termes de clients. Et là, l'idée, c'est de continuer à développer, d'assurer une croissance qui est saine. Mais tu sais, par moment, t'as besoin de tout remettre à plat et te dire, non, en fait, il y a tout ça que j'ai fait, mais en fait, ça va pas. Ça va pas dans le sens de ce que je veux, de mes objectifs, donc faut tout remettre à plat. Ouais. Et notamment, c'est toujours le nerf de la guerre, comme tu le sais, c'est le commercial. Enfin, c'est la prospection. Le marketing, sens large, donc commercial, communication. Donc là, je retravaille. On bosse sur la machine inbound, justement avec un des experts par qui on avait été accompagné. Il a un bootcamp et tout. On le fait en ce moment pour te dire à quel point on a été super convaincus par les experts et les expertes avec qui on a eu la chance de bosser quand on a été accompagné par Skilesia. Cédric. C'est Cédric, ouais. Salut Cédric. Coucou Cédric. Vraiment, en une semaine, il m'a fait sortir un livret blanc. Quand on a fait l'accompagnement l'été dernier. Il est très solide, le garçon. On va pas se mentir. Et du coup, j'étais en mode, en fait, je veux vraiment structurer une machine inbound. Et c'est un de mes objectifs de fin d'année. Et quand j'ai vu qu'il lançait le bootcamp à ce moment-là, je suis en mode, ouais, là, je fatigue un peu. J'ai besoin, en fait, d'un encadrement pour débloquer le truc. Donc là, je suis à fond là-dessus. Donc voilà, ça, c'est finir la fin d'année pour bien préparer 2024 et assurer le développement de projet Adelphité, sa croissance, sa pérennité, parce que nous, on fait que du bootstrap. Il y a pas de financement externe, hormis l'argent qu'on a pu mettre et notre temps et notre énergie. Il y a pas de financement, pas d'emprunt, pas de levée de fonds. Que de l'autofinancement, de la croissance. Donc, il faut que ça suive pour assurer aussi notre stabilité financière à nous, personnes dans la structure, pour pouvoir continuer sur le long terme. C'est génial que tu aies investi comme ça à ce point dans ta croissance parce que on s'en cache pas, nos accompagnements, c'est pas du petit ticket forcément. C'est génial que tu aies eu cette clarté d'esprit, tu vois, d'investir alors que justement vous êtes bootstrap, que forcément chaque denier compte. C'était quoi votre réflexion par rapport à ça ? On a été incubés avec le programme Source de Creatis. Donc le programme Source, c'était un programme dédié aux femmes dans les médias et la culture. On avait une première activité, puis qui était plus tournée B2C, on s'est tourné davantage vers le B2B, mais on a été incubés dans ce cadre-là, et c'est grâce à ça qu'on a commencé à structurer Projet Adelphité. Et au cours de l'incubation, on s'est rendu compte à quel point c'était important d'être formé et de se former régulièrement, de progresser. Je crois que c'est pendant l'incubation que j'ai découvert Skilesia. Donc j'ai commencé à poncer tout votre contenu. Vraiment, j'ai passé l'été. Je crois que j'ai quasiment tout lu. Une grosse partie. C'était il y a 1 an, donc je sais que maintenant vous avez beaucoup plus de contenu, mais tout le contenu écrit, parce que c'est plus rapide pour moi de lire que de checker des vidéos. Mais tout le contenu écrit, je l'ai absorbé et je me rappelle reprendre l'incubation en septembre, parce qu'on avait eu le mois d'août en break, et de dire aux filles, non mais attendez, il y a ci, il y a ça et tout, et j'avais structuré plein de choses.
Et donc déjà, en fait, avec l'incubation, j'avais pris conscience de l'importance de se former. Je te dis, c'était il y a un an, mais en fait, non, c'était en 2021. Donc, tu vois, c'était il y a 2 ans déjà. Et après, j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn pour me démarquer en tant qu'experte diversité inclusion. Mes associés n'étaient pas à temps plein, donc du coup pour elles c'était compliqué de se positionner là-dessus. Donc moi j'ai fait le travail, je me suis dit en fait je veux continuer à progresser sur comment prendre la parole. Donc j'ai fait le bootcamp de Nina Ramen. Et après j'ai commencé à capter que il me manquait des connaissances et aussi un encadrement pour bien dépasser certains blocages en fait tout simplement. Et quand j'ai vu le mail, grande nouvelle, on ouvre les portes, et je crois que c'est un des premiers que vous aviez envoyé l'an dernier, je me suis dit, en fait, je crois que c'est ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Encore une fois, là, j'ai dit je parce que j'étais la seule à temps plein dans l'équipe, donc du coup, j'ai validé évidemment avec mes associés parce que, comme tu le dis, c'était un gros investissement et on a réinjecté du cash dans la boîte pour pouvoir valider cet accompagnement, mais zéro regret parce que ça m'a vraiment permis de structurer pas mal de choses dans la boîte et de repartir avec une vision plus claire sur certaines choses. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompts ChatGPT inédits, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Et c'était quoi justement ces choses que tu avais besoin de clarifier? C'est quoi les sujets que vous avez abordés? Avec qui tu as échangé à l'époque? À l'époque, tu veux dire les experts et expertes ou la personne qui nous a suivis sur le projet? Le business strategist. C'était Mélanie. Mélanie, ouais, donc l'Advisory Ops, ok. Ok, et c'est sur quel sujet vous avez bossé ensemble? Alors nous, notre objectif, c'est ce que je te disais, c'est vraiment la prospection, le commercial, parce que c'est pas notre point fort à la base, c'est vraiment un challenge. Du coup, vraiment, l'idée, c'était de remettre à plat tout le discours commercial. Parce que c'est vrai que lors de l'incubation, on a énormément bossé sur notre offre. Et d'ailleurs, quand on en avait parlé avec Mélanie, et aussi avec Julien, c'est votre offre, elle est carrée, il n'y a rien à dire. Enfin, c'est clair, ça marche, il y a des clients qui achètent. C'est bon, on avait notre MVP, tout était validé et tout. Il y avait vraiment ce côté de remettre à plat tout le commercial, structuré, donc avec le côté prospection, donc le discours, les personas, le discours commercial, comment on gère les relances. On a bossé aussi sur de l'inbound avec le livret blanc avec Cédric, sur le SEO. Et voilà, donc on a bossé sur tout ça. Il y a encore plein de choses qu'on doit mettre en place parce que on est une petite équipe et les journées ne sont pas infinies. Et puis à un moment, il faut prendre du temps aussi pour ça, pour se ressourcer, dormir, etc. Et t'en parles beaucoup aussi sur l'importance de prendre du temps pour soi et de dormir. Et oui, c'est important, voilà. Un petit peu. Légèrement, pour que le cerveau puisse se reconstituer, pour pouvoir reprendre des forces. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Moi, je suis pas d'accord, c'est pas un marathon, c'est une course de fond. On marche, en fait, à un certain rythme. Il y a des moments où on fait des pauses, etc. Un peu comme de l'ultra-trail, où, en fait, il court très peu, il court un peu, mais c'est beaucoup, c'est une marche spécifique. Pour moi, c'est plutôt ça, en fait. On est au-delà du marathon, c'est vraiment, c'est une course de fond, vraiment, où t'as pas 42 kilomètres, en fait. T'en as beaucoup plus. Et il y a des moments où tu vas avoir besoin de faire un break. C'est pour ça que je prends la référence de l'ultra-trail, en fait. Parce qu'il y a des moments où tu vas dormir, etc., pour reprendre des forces et continuer ton chemin et espérer arriver à la ligne d'arrivée. Là, c'est un peu ça. Pour moi, c'est ça, l'entrepreneuriat, d'où l'importance de prendre du temps et de se reposer. Et aussi d'être accompagné. Donc, si je continue la métaphore avec, la comparaison avec l'ultra-trail, ça va être avoir le bon matos et être accompagné, c'est aussi faire en sorte d'avoir le meilleur matos possible pour atteindre les objectifs qu'on a. Ok. Voilà. Ok. Et alors, je rebascule sur, t'as parlé de ton offre. Ouais. Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui? Ouais. Comment est-ce que tu présentes la boîte? Donc moi, je m'appelle Laura Driancourt. Je suis présidente et cofondatrice de Projet Adelphité, qui est une agence de conseil et stratégie en diversité et inclusion.
Donc l'idée, c'est d'accompagner les entreprises pour créer une stratégie diversité et inclusion avec une approche qui est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va travailler sur toutes les typologies de discrimination. Donc évidemment, on va parler d'égalité femmes-hommes et de handicap, mais on va parler aussi de questions LGBTQIA+, on va parler des questions de racisme, on va parler des questions de discrimination sur l'âge, qu'on appelle agisme, ou sur l'apparence physique, et on va les croiser. Pourquoi ? Parce que je vais te prendre un exemple de croisement de discrimination qui se voit nécessairement, c'est quand une personne est une femme noire. Elle n'est pas un jour femme et un jour noir. Elle est tous les jours à l'intersection, elle vit tous les jours l'intersection du sexisme et du racisme. Et c'est un nom spécifique d'ailleurs, ça s'appelle la misogynie noire. Et en fait, quand une discrimination se croise avec une autre, et donc là je vais prendre l'exemple du sexisme parce que je suis concernée par ça, mon vécu en tant que femme blanche va pas être le même que celui d'une femme noire. Parce que le sexisme ne s'exprime pas de la même façon selon qu'on est blanche ou selon qu'on est noire ou une autre couleur de peau. Et donc pour nous, en fait, c'est essentiel de parler de ce croisement parce que sinon, en fait, on va laisser le sexisme continuer au final pour une partie des femmes. Et là, je te prends le croisement de deux discriminations qui sont visibles. Enfin, tu vois à l'apparence physique des gens si la personne est une femme, un homme, et si la personne est une personne blanche, une personne racisée. Il y a des exceptions, mais on va pas rentrer dans ces spécificités-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller à la racine des discriminations, de comprendre leur mécanique et de voir comment on construit des stratégies, des processus qui vont permettre de contrecarrer ça. Et également, on mélange à ça un accompagnement de A à Z, donc pour vraiment accompagner les entreprises complètement sur tous les sujets de diversité et inclusion. Donc, on travaille sur leur culture d'entreprise, donc notamment via un audit, et après on propose justement des recommandations, donc stratégie. Donc quand on parle de stratégie, c'est on va proposer des objectifs, on va proposer une roadmap, en bon français une feuille de route, avec un rétro-planning et de dire à l'entreprise on peut continuer à vous accompagner là-dessus. On va travailler sur les processus RH. Donc là, ce que je te dis là, c'est des missions qui peuvent être séparées, mais qui peuvent être, tu vois, l'audit. Après, derrière, on peut dire, en fait, il faut bosser sur les processus RH. Et donc, nous, on va accompagner sur les processus de recrutement, d'évaluation, de promotion et de grille salariale. Okay. On va pas faire de sourcing sur le recrutement. C'est pas notre métier. C'est un métier spécifique et qui est très compliqué, qu'il faut bien faire. Et nous, c'est pas notre spécialité. Mais on va travailler sur comment on rédige une annonce pour assurer qu'on va diversifier le pool de candidatures. Parce que si ton pool de candidatures, t'as que des mecs blancs, hétéros, etc., qui candidatent, en fait, tu vas pas pouvoir avoir une équipe diversifiée in fine. Donc, comment on fait pour bosser les annonces, pour rédiger des annonces qui vont donner envie, qui vont pas rebuter les femmes et les personnes minorisées? On va bosser aussi sur les canaux de diffusion. Parce que si tu diffuses que sur LinkedIn ou Welcome to the Jungle, en fait, tu vas attirer la même typologie de personnes, alors que si tu vas creuser dans des associations de femmes, enfin professionnelles de femmes, etc., tu vas pouvoir élargir forcément les gens à qui tu parles. Et donc ton pool de candidatures in fine, si tu as bien fait le travail sur l'annonce. Puis après, on bosse sur la sélection des candidatures. Donc, avec la plupart de nos clients, on travaille sur les CV, les lettres de motivation, mais évidemment, il y a plein d'autres manières de faire. Mais voilà, sélection des candidatures, comment on fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais cognitifs qui vont... en tout cas, pour les neutraliser, pour pas qu'ils impactent en fait négativement la candidature de certaines personnes. Okay. Voilà. Et après, tu vois, quand je te dis on fait de A à Z, donc on fait de la sensibilisation aussi, et aussi on se tourne vers l'externe, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises pour s'assurer que les produits et les services développés soient véritablement inclusifs. Okay. Je donne un exemple pour que ça soit concret, parce que dit comme ça, c'est souvent c'est hyper abstrait. Tu vois les robinets automatiques. Tu sais, tu passes la main dessous et l'eau coule. En fait, il y a beaucoup de ces robinets qui ne fonctionnent pas correctement avec les peaux foncées. Ok. Ce qui fait que des personnes noires ou sud-asiatiques, lorsqu'elles ont la peau foncée, en fait, et je donne ces deux exemples, mais il y a plein d'autres personnes qui ont la peau foncée, le robinet va pas fonctionner correctement. Ça va être juste un filet d'eau ou du goutte à goutte, voire ça ne va pas du tout fonctionner. J'ai un copain, tu vois, il doit prendre le papier pour s'essuyer les mains et le passer devant le capteur pour pouvoir se laver les mains. Genre, vraiment, c'est n'importe quoi. Surtout, en plus, on a eu une période de pandémie, etc. C'est essentiel, l'hygiène. Et donc, pourquoi, en fait, une partie des robinets automatiques ne fonctionnent pas? C'est parce que les personnes qui les ont développés, c'était des personnes blanches, des ingénieurs, qui ne se sont pas demandé est-ce que ça va fonctionner avec toutes les carnations? Parce qu'ils étaient entre personnes blanches. Et en fait, c'est une question technologique, c'est la longueur d'onde qui n'est pas la bonne, qui ne permet pas, en fait, de reconnaître correctement les peaux foncées.
enfin de s'activer pour les peaux foncées. Donc c'est quelque chose qui est totalement réglable en fait, mais juste faut y penser. Et donc nous on accompagne, non pas pour dire aux gens ouais il faut que vous fassiez votre travail comme ça, parce qu'on n'est pas ingénieur, mais c'est de poser les bonnes questions au bon moment, comprendre la technologie et de dire en fait vous avez pensé à ça, vous avez checké ça. Et là j'ai donné un exemple industriel, mais ça marche sur tout ce qui est big data, intelligence artificielle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de reproduction de biais, ou en tout cas minimiser ça. Ça marche pour les campagnes de communication, ça marche aussi par exemple dans le monde du jeu vidéo. On a des clients qui sont des studios de jeux vidéo, et donc il y a la question de comment on fait pour construire des histoires et des personnages qui sont inclusifs, qui sont bienveillants et qui ne reproduisent pas des stéréotypes, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais qui du coup enferment les gens et qui ne leur permet pas de pouvoir exprimer vraiment pleinement la diversité et la complexité du personnage ou de l'histoire. Ok. Voilà, en quelques minutes. Ce qui est fou, c'est que c'est déjà super étoffé, quoi. Vous avez déjà cartographié le truc de fou. Donc, chapeau. Merci. Et en combien de temps vous avez lancé ça? L'offre, telle qu'elle est à l'heure actuelle. Le projet, alors, on a pivoté 2 fois. Et tu vas voir, à la base, c'était pas du tout ce que c'est devenu là. En gros, en 2019, moi, je suis avocate. Ma collaboration se passe pas bien. Il se trouve que je suis placardisée, donc je le vis très très mal. Et en même temps, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai lancé un groupe de parole, entre femmes, et où on parle justement, on s'éduque mutuellement sur les questions d'égalité, de discrimination. Et on se réunit 1 fois par mois, le samedi. Et je me dis, en fait, ce que je ressens 1 fois par mois, le samedi, j'ai envie de le ressentir tous les jours de ma vie. Et donc je me dis, et en même temps, je veux participer à éduquer d'autres, aider à éduquer d'autres gens sur ces questions-là, pour aussi alléger le sentiment de solitude à cet égard, parce qu'en fait, c'est un cheminement qui est souvent solitaire. Et je me dis, pourquoi pas créer un salon de thé avec des ateliers sur ces questions-là? Et je réfléchis aux compétences qui me manquent, et je pense à 2 amis qui correspondent à ces compétences que je n'ai pas. Et je me dis, oui, c'est une évidence, c'est avec elles que je vais faire ça. Je les appelle. On en parle, on commence à bosser sur le truc, et on arrive en décembre 2019, janvier 2020, on commence à visiter des locaux, parce qu'on fait l'étude de marché, tu vois, on interviewe plein de gens, etc. Enfin, on fait les choses bien. Et puis, février-mars, tu vois, à peu près, je pense, la date qui arrive et tout, on est un jeudi, on a visité un local qui nous plaît à peu près, mais il y a l'allocution d'Emmanuel Macron le dimanche. On se dit, on va pas le déposer le dossier, on va attendre le lundi quand même. Genre, on sait jamais. Et on a eu raison, parce que Emmanuel Macron, ce soir-là, a annoncé, je crois que c'était 2 ou 3 semaines de confinement. Et nous, on se dit, ouais, ça va pas durer 2-3 semaines, ça va plutôt durer 2-3 mois, et potentiellement, on va être reconfiné en fin d'année. Donc on a eu raison sur les 2. Donc franchement, on a eu une intuition, je sais pas d'où elle vient, mais elle était exceptionnelle. Et donc on s'est dit, comment on fait pour sortir de l'idée d'un lieu physique et de digitaliser l'idée qu'on avait. Et donc on se dit, la seule chose qu'on peut digitaliser, ce sont les ateliers. Et donc on lance en octobre 2020. Donc tu vois, il y a pas mal de temps qui s'est passé, 6 mois, le temps de faire le site. Et tu vois, typiquement, je ferais plein de choses différemment à l'heure actuelle. Je me serais pas embêtée à faire un site, j'aurais lancé un calendrier et tout, j'aurais connecté quelques outils, mais on aurait gagné beaucoup de temps. Mais ça, c'est le retour d'expérience. C'est qu'avec l'expérience que tu peux te dire, en fait, ouais, fallait pas que je me prenne autant la tête. Et donc, en octobre 2020, on lance la plateforme. Ça marche plutôt bien, ça fait son petit bonhomme de chemin, même si, en fait, on est plusieurs. Donc, pour sortir un salaire à plusieurs sur ce genre de format, c'est pas évident. Et quand il y a des personnes qui nous disent « Ah, mais est-ce que vous faites pas ça pour les entreprises ?» On s'est dit « Ouais, en fait, les entreprises, il y a quand même beaucoup plus de budget. Donc, en fait, ça va nous permettre de nous payer et continuer à faire le côté éducation populaire. » Et on commence à parler avec des entreprises, etc. Et en parlant avec des CEO, des DRH, il y a quelque chose qui revient beaucoup, qui est la diversité et l'inclusion, c'est important pour moi. Je veux mettre ça en place dans mon entreprise, mais je ne sais pas comment faire. J'ai peur de mal faire, et du coup, je ne fais rien. Et c'est là où on s'est dit, en fait, c'est pas qu'une question de sensibilisation, c'est aussi une question de conseil. Et donc, on s'est dit, en fait, avec nos expériences et nos connaissances, on peut proposer cet accompagnement, ce conseil. Et donc là, c'est quand on est incubé, donc je te parlais plus tôt, où on commence à structurer tout ça, donc petite étude de marché avec les gens qu'on connaît, etc. Avec le recul, il aurait peut-être fallu la faire plus grande, mais au final, en fin d'année, tu vois, en novembre, on a signé notre premier client en novembre 2021.
Donc on s'en est pas trop mal sorti, hein. Ça va. C'était plutôt honnête. Et en fait, pareil, en continuant à discuter avec nos clients, nos prospects, etc., on voit quelque chose qui revient, il y a plein d'actions qui ont été mises en place dans les entreprises où il y a déjà des choses qui ont été instaurées. Mais en fait, il n'y a pas de vision globale. Donc les gens lancent plein d'actions, mais ils s'épuisent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'impact, en plus. Parce que quand tu lances des actions en diversité et inclusion, mais en vrai, c'est la même chose en entrepreneuriat. Quand tu t'éparpilles, que tu lances plein d'actions, tu vas te fatiguer et tu vas pas avoir beaucoup de résultats. En fait, en diversité et inclusion, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je parle de conseils et stratégies en diversité et inclusion. Parce que vraiment, on accompagne nos clients pour construire des stratégies de façon à gagner en autonomie, arrêter de s'épuiser et créer évidemment un véritable impact. Ouais, se concentrer sur les bons chantiers au bon moment et éviter de pailleter contre le mur, quoi. Exactement. Okay. Voilà. Trop bien. Et donc ça a été... Vous n'avez pas lâché, hein? Non. C'est quand je revois Enfin, tu vois, ça fait du coup un peu plus de 2 ans qu'on a lancé Projet Adelphité. Ça a été... En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Enfin, je revois encore. Alors, moins maintenant, parce que je me suis habituée. Ouais. Mais je revois encore au début. Je sais pas si tu l'as vécu, mais quand je parle avec des amis entrepreneurs, on est beaucoup à avoir eu ça. Tu te réveilles le matin, t'es en pleine forme et tout, et une demi-heure après, t'as une mauvaise nouvelle, et genre, c'est la fin du monde. Tu vois, genre, tu plonges au fond, t'es en mode, mais putain, ça va jamais fonctionner et tout. Le borderline entrepreneurial. Exactement. et après, 2 heures après, en fait, à nouveau, t'es en mode, non, mais en fait, ça va le faire, on va y arriver, t'es reboosté. Et il y a des matins, tu te réveilles, t'es au bout de ta vie, et 1 heure plus tard, t'as une bonne nouvelle, et c'est bon, c'est la meilleure chose du monde, quoi. Au bout d'un moment, ça se calme, mais au début, c'est un rush, c'est un shot d'adrénaline. Enfin, je pense qu'on est tous des junkies dans l'entrepreneuriat, en fait, parce que c'est... Alors, sadomaso ou junkie, peut-être les deux, je sais pas, mais en fait, il y a une addiction qui se crée à cette adrénaline de réussir et d'apporter de la valeur à nos clients, en fait, se dire, j'ai une bonne idée et ça sert à des gens, quoi. Voilà. C'est clair. Mais ces montagnes russes, elles sont continuelles. Hein. C'est juste qu'au bout d'un moment, effectivement... Elles sont plus par jour. Ça s'étend un peu plus. Exactement. Après, tu retombes dans des petites périodes. T'as des périodes de rush où tu retombes dans des temporalités à la journée comme ça. Mais bon, ça se fait quand même plus rare. Et là, aujourd'hui, vous avez combien de clients? Qu'est-ce que tu peux me dire au niveau chiffres? On a une dizaine de clients. Ok. Voilà. On a un ticket moyen de mémoire 7-8 000. Ok. Enfin, panier moyen, voilà. Donc, il y a des clients où c'est moins, évidemment, des clients où c'est beaucoup plus. Donc, voilà, la moyenne, c'est ça. Tu vois, comme tu disais, vous avez un ticket élevé. Pour nous, c'était important d'avoir un positionnement premium pour s'assurer d'offrir un maximum de qualité à nos clients et pour pouvoir justement avoir la sérénité qui nous permette d'offrir cette qualité, en fait, et d'avoir du temps aussi pour bosser sur le business et pas que dans le business pour les clients, mais aussi pour nous, pour pouvoir développer de nouvelles choses, etc. On a fait 3 fois le CA de l'an dernier. Génial. Voilà. Donc, après, on partait de 21 000 euros, hein, donc c'est pas énormissime non plus. On est loin des success stories où dès la première année, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Non, on n'est pas à ça. On a fait quand même 3 fois le CA cette année. On devait faire 4 fois, mais il y a les clients qu'on devait avoir ce trimestre, tu vois, tout full transparence sur la vie entrepreneuriale. On avait 3 clients cette fin d'année et en fait, leurs deadlines ont changé. Donc, ils ont décalé en 2024. Donc, potentiellement 4 fois, mais au final, ça sera 3 fois. Et l'an prochain, il y a un bon espoir de refaire 3 fois. Trop bien. Voilà. Excellent. Et donc là, vous avez commencé à bosser sur pas mal de sujets avec Mélanie à l'époque. Ouais. Tu peux nous rappeler un peu la feuille de route? Ouais, totalement. Donc l'idée vraiment, c'était d'améliorer notre prospection, notre discours commercial aussi, parce que tu vois, quand on est arrivé dans Scalesia, l'offre que je t'ai présentée, elle était déjà comme ça. Donc clairement, on s'est mis d'accord avec Julien était d'accord et Mélanie aussi. En fait, l'offre, il n'y a pas besoin de retravailler, c'est clair, c'est structuré, c'est carré. Par contre, il y avait vraiment tout le côté, tout le travail du commercial et en fait plus généralement du marketing en fait, puisqu'on a passé pas mal de temps avec Marine, donc qui était notre coach commercial, à retravailler le discours des personas. Grâce à Marine, j'ai compris comment ça fonctionnait un persona, vraiment. Genre vraiment le truc, c'est cette tarte à la crème qui revient tout le temps du persona, cet éléphant de mer là,
que je comprenais pas. Et là, j'ai eu des déclics où j'ai compris comment ça fonctionnait et j'ai réussi à sortir les personas en une semaine, quoi. Et vraiment, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, c'est tellement puissant parce que ça te fait aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, on a bossé là-dessus. Après, avec Corentin, on a bossé pas mal sur notre automatisation. Ok. Donc, voilà, les bonnes pratiques sur l'automatisation. Bah, tu vois, avec le recul, l'automatisation, c'est utile, mais par rapport au pricing qu'on a, en fait, l'automatisation, c'est pas une bonne chose. Enfin, pas à ce point-là. Enfin, pas faire des grandes campagnes de masse. Je l'ai testé. En fait, ce qui va vraiment fonctionner, c'est d'aller sur du plus qualitatif, de bien sélectionner les prospects vers qui on va aller parler. Il m'a fallu 1 an pour le percuter, mais mieux vaut tard que jamais. Et de vraiment sélectionner les prospects à qui on va parler, qui vont être pertinents, qui vont correspondre à nos personas. Ça va être la stratégie à mettre en place en 2024. De leur faire une mini-étude de cas, tu vois, pour montrer déjà de la valeur, etc. Parce que on a un sujet tellement niche, en fait, que la masse, ça fonctionne pas de la même façon. Tu vois. Et donc, pour revenir, on a bossé avec ça sur ça avec Corentin. Ensuite, on a bossé avec Cédric, du coup, sur le livret blanc. Et enfin, on a bossé sur le SEO et son nom m'échappe. Donc, peut-être on le coupera. Donc, on a bossé sur le SEO, etc. C'était super intéressant parce que j'ai appris plein de choses sur le SEO. Quelque chose, ça me paraissait un peu nébuleux, j'avoue, comme matière. Et, j'ai pas mal progressé là-dessus. Et on a été très bien accompagné. Enfin, vraiment, il s'est donné à fond pour nous proposer les mots-clés, etc., pour nous proposer une base de stratégie SEO. Et faut qu'on le retravaille parce que c'était il y a 1 an et demi. Donc, évidemment, il y a plein de choses qui ont évolué en SEO. Mais ça a donné une bonne base et ça paraît beaucoup moins nébuleux et donc moins terrifiant de s'engager dedans. Ok, trop bien. Excellent. Et là, qu'est-ce que tu peux Là, si tu devais quantifier des résultats, de par le travail qu'on a fait ensemble et tout, ça te donnerait quoi? Je sais pas si je pourrais quantifier en tant que tel, tu vois, mais ça va être vraiment l'accompagnement apporté à renforcer la confiance qu'on avait en nous-mêmes. Et ça, tu vois, c'est pas quantifiable. Enfin, juste de sortir de là, de se dire, en fait, j'ai confiance pour le futur. J'ai posé des bonnes bases, j'ai bien été accompagnée. Donc, tu vois, j'ai plein de choses que je ferais différemment à l'heure actuelle. Parce que j'ai 1 an et demi, 1 an et demi d'expérience entrepreneuriale en plus. Et je pense que toi aussi, tu te reprojettes il y a 1 an et demi, tu te dis, en fait, ça, je l'aurais pas fait comme ça, je l'aurais plutôt fait comme ça, etc. Et je pense que c'est le quotidien de tous les entrepreneurs quand on fait quand on a assez de mois et d'années au compteur pour pouvoir faire une rétrospection, une rétrospective, de se dire, en fait, j'aurais approché ça différemment, j'aurais gagné tellement plus de temps. C'est l'expérience qui rentre. Donc vraiment, en fait, ça va être, on a gagné confiance en nous et on a gagné, il y a quelque chose que je peux quantifier, c'est le temps gagné, et je pense qu'on a gagné 6 mois, 1 an. Parce qu'en vrai, j'aurais continué à patauger, à tester des petits trucs, mais sans aller à fond dans ça. Et là, tu vois, sur l'automatisation, un peu faire de la masse, j'y suis allée à fond, ça y est. Et je me rends compte que ça fonctionne pas. Donc c'est pas grave, pas un problème. On ajuste, on change de stratégie, enfin, on fait évoluer la stratégie plutôt. Et puis on voit si ça fonctionne. Et puis ça se trouve, dans 1 an et demi, tu vois, tu me reposes les mêmes questions, je te dis, en fait, ça n'a pas fonctionné, je l'aurais plutôt fait comme ça et je vais le faire comme ça. Voilà. Donc vraiment, ce côté, une vraie évolution au niveau de votre état d'esprit, de votre confiance dans la capacité de le faire. Et que je sens une vraie appétence de ton côté aussi à la montée en compétences, quoi. Ah, j'adore ça. Ouais. Moi, si je pouvais apprendre toute ma vie, genre faire que des études, je ferais que ça. J'adore formation apprendre. Professionnelle du fait que tu étais avocate. En vrai, je l'ai toujours eu depuis toute petite, j'adore apprendre. Et en fait, c'est plutôt le contraire, je suis allée dans l'avocature et plus précisément en fiscalité. Parce que la fiscalité, t'as la loi de finances principale. Donc là, on parle fiscalité, les gens, ils sont en mode, j'avais pas signé pour ça dans le podcast. Et après, t'as au moins 1 voire 2 lois de finances rectificatives au cours de l'année. Plus toutes les jurisprudences qui sortent. En fait, le droit fiscal, il change tout le temps. Et moi, j'étais en mode, j'ai envie d'être dans une matière qui va me challenger tout le temps intellectuellement, où je vais apprendre toute ma vie et je vais jamais m'ennuyer. Okay. Tu vois. Et c'est pour ça que je suis allée en droit, puis en fiscalité.
Et puis en fait, l'entrepreneuriat, je m'éclate aussi parce que t'as tout le temps à apprendre. En plus là, les choses bougent de plus en plus vite. Enfin, des stratégies sur LinkedIn qui fonctionnaient il y a 6 mois, elles fonctionnent plus, ou alors il faut les ajuster. Enfin, voilà. Et donc du coup, il y a tout le temps ce côté de se remettre en question, de se rechallenger, d'apprendre, etc. Excellent. Trop bien. Là, t'as déjà un différenciant. Le fait d'aimer apprendre. C'est un avantage comparatif, parce que, il y a beaucoup moins de personnes qu'on le croit qui aiment foncièrement apprendre et s'exposer. C'est pas le fait d'apprendre, c'est de s'exposer à sa propre incompétence, en fait. S'exposer à sa propre médiocrité de l'instant, mais qui n'est qu'un état de passage, tu vois. Oui. Mais le nombre de personnes qui tétanisent par ego, par peur de l'incertitude, par statu quo, qui tétanisent à l'idée de se confronter à du nouveau, c'est assez dingue. C'est un truc qu'on constate au quotidien de notre côté. Et donc franchement, c'est un avantage comparatif en soi. Tu vois. Et cool. Ouais, franchement, génial. Et deuxième pan, c'est le fait que ça vous a fait gagner effectivement du temps, tu vois. Le nombre de... t'as parlé de ton CA tout à l'heure, de l'évolution de ton CA, mais franchement, au stade où t'en étais, le facteur temps, c'est un facteur qui est déterminant parce que ton runway il est limité, donc tu peux pas, t'es obligé à un moment donné de, et donc t'as fait un super travail, c'est trop cool. Merci. Et c'était quoi vraiment le pan, vraiment la feature, la fonctionnalité, le pan de l'accompagnement qui pour toi a été vraiment cardinal dans vos résultats, dans la valeur qu'on vous a délivrée? Je pense que l'accompagnement... Mélanie, elle a vraiment cherché à répondre à nos besoins. Vraiment, ça, c'était hyper puissant. Et aussi, en fait, au-delà de... Elle a cherché à comprendre nos besoins, elle a vraiment pris une passion pour le projet aussi. Pour Projet Adelphité, elle a vraiment... ça sentait que ça la portait aussi. Okay. Et... tu vois, ça fait du coup 2 ans et demi que j'ai des accompagnements et tout. En fait, je la vois la différence ou que je bosse avec même des prestats ou quoi. Je la vois la différence quand je suis avec des gens qui sont portés par ce que je raconte, par ce qu'on fait avec Projet Adelphité, et les gens où en fait, on est une presta en plus et tout. Vraiment, ça se voit la différence dans l'investissement, dans la qualité des échanges aussi, tout simplement. Et Mélanie, elle était vraiment portée par le projet. Elle a cherché aussi à nous proposer des experts et des expertes qui étaient également intéressés par ce sujet. Parce qu'en vrai, la diversité et l'inclusion, t'as plein de gens, ils s'en foutent, tu vois. Ça leur passe à 10 000 en mode « Oh, mais c'est quoi ce truc ?» c'est un plus, tout le monde en parle maintenant parce que, tu vois, ça fait joli en termes de marque employeur. Mais en vrai, là, on est en période de réduction des levées de fonds. J'ai arrêté de compter le nombre d'échos et le nombre de gens qui m'ont dit aussi en live en fait, mes boss vont réduire le budget là-dessus, voire vont le couper complètement. Donc, on va arrêter d'avancer, on va pas pouvoir avancer comme il le faut, alors même que... Et le business case, pourtant, il est connu, il y a plein d'études qui ont montré la corrélation. Alors, on n'est pas sur un lien de causalité, on est sur une corrélation, donc c'est pas totalement direct parce que t'as tellement de facteurs dans un business, mais que la diversité et l'inclusion... Donc, pas qu'une équipe diversifiée, donc il faut qu'il y ait de l'inclusion derrière. Ça, c'est un vrai facteur de performance, d'augmentation du chiffre d'affaires, de la créativité, de l'innovation. Et dans le milieu, dans l'état actuel de l'entreprise, qui est tellement compétitif, on a besoin de cette créativité, de cette innovation un maximum pour pouvoir se démarquer. Voilà. Du coup, pour répondre, c'est vraiment l'engouement de Mélanie qui a beaucoup aidé, et des experts et des expertes qui étaient vraiment impliqués, qui ont bossé aussi à fond avec nous là-dessus, quoi. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Je dis on parce que je considère que on est partie prenante aussi, nous, quand on est coaché, quand on est accompagné. Je pense que ça aurait été peut-être bien d'avoir peut-être un petit livret en début de c'est quoi ton état d'esprit à avoir, ou les trucs à bosser toi aussi en amont pour pouvoir... Tu vois, parce que je me revois, je suis arrivée avec le call avec Mélanie, j'étais en mode, j'ai à peu près une idée, mais on a un peu réfléchi ensemble, mais il y avait un côté tâtonnement, alors peut-être que si j'avais bossé plus en amont sur le sujet, ça aurait été plus facile de vraiment cadrer et de se dire, en fait, ça, c'est peut-être pas pertinent pour le business, tu vois.
Donc, de travailler plus ça en amont déjà, tu vois, pour arriver au premier call, en mode c'est carré aussi dans ma tête. Un affinage stratégique, quoi. Ouais, en amont. Ok. Je pense que ça, c'est vraiment le truc Parce que tu vois, je continue à être accompagnée et c'est vrai que là, dans les accompagnements où on a justement un petit booklet au début de bosse ça et en plus on en parlera à la première séance, je vois que déjà ça me met dans un autre état d'esprit et je pense que ça décuple en fait la qualité des résultats derrière. Bah ça c'est tout ce qu'on a, ça fait partie des innombrables trucs qu'on a développés depuis. Donc ça aujourd'hui c'est baqué. Trop bien. Fais signe à Mélanie d'ailleurs parce que justement elle peut donner accès à certains, enfin à pas mal de trucs qu'on a sortis. Ça peut permettre de te remettre à jour aussi. Tu parlais de prospection tout à l'heure. On a développé des kits en fait où vraiment tu peux implémenter nos stratégies. Vraiment étape par étape, trop bien. Très algorithmique, tu vois, avec moi qui t'explique en vidéo comment faire et tout. T'es en totale autonomie. Avec le support pédagogique des experts, évidemment, tu vois, mais dans l'absolu, ça suffit à soi-même, ça. Oui. Et on a rebossé aussi l'onboarding, tu vois, avec justement un affinage stratégique, avec un live aussi axé mindset, productivité pour apprendre à bien s'organiser, se concentrer sur les bons sujets, éviter les déperditions et tout. Donc ça, c'est animé par moi et Jules. Et tout un espace Notion. À l'époque, il y avait déjà Notion, hein, mais qu'on a rebossé pour donner d'autant plus de visibilité et avec un travail préparatoire aussi qui est accru côté client pour justement, comme tu l'as dit, pouvoir prendre du recul, bien cartographier les enjeux et commencer sur les chapeaux de roue, quoi. Tu vois, voilà, c'est trop bien. Super, mon feedback était déjà prévu, donc trop bien. Trop bien. Mais moi, ce que je propose, c'est que là, il nous reste le temps qu'on veut, hein, mais est-ce que tu as un sujet, quel qu'il soit, dont tu aimerais qu'on parle, sur lequel tu penses que je peux t'aider? Voilà, je m'en remets à toi. Là, mon gros sujet du moment, c'est vraiment de rebosser stratégie marketing et notamment de contenu. Parce que j'ai eu une épiphanie il y a quelques semaines. Et Cédric l'avait eu en début d'année, donc c'est très drôle. Mais qu'en fait, ça fait 2 ans que je crée du contenu sur LinkedIn. Ouais. C'est déjà pas mal. Déjà très bien. Et en fait, je me rends compte que j'ai parlé pas mal de choses ça me faisait kiffer. Et puis, ça parlait à mon audience aussi très bien. Parce que j'ai commencé à poster sur LinkedIn. J'avais 700 abonnés. Tu sais, c'est les petits réseaux de tout début. Et maintenant, j'ai plus de 5000 abonnés. Sachant que je suis pas créatrice de contenu à la base, je m'en sors pas trop mal. Mais en fait, je me suis rendu compte que je travaillais par piliers, mais que j'avais pas réfléchi à c'est quoi mes objectifs vraiment en création de contenu. Et là, le sujet que je vais avoir, mais du coup, je prends avec grand plaisir ton feedback, ça va être de bosser sur, OK, qu'est-ce que je veux faire ce mois-ci? Est-ce que je veux vendre? Est-ce que je veux pousser le podcast? On a un podcast. Est-ce que je veux pousser la newsletter? Parce qu'on a du coup aussi une newsletter. Voilà, c'est quoi mes objectifs vraiment, et donc comment je structure mes posts et mon calendrier éditorial du mois pour atteindre ces objectifs, notamment quand je cherche à vendre, pour pas être, faire que des posts qui font de la vente, quoi. Voilà. Évidemment. Ça, c'est mon sujet début 2024, je pense. Ok. Alors, moi, quand je conseille comme ça, je conseille comme si je réfléchis exactement comme si tu me donnais les clés de ta boîte et que j'en prenais les rênes, donc c'est beaucoup de métaphores et que j'exécute à ta place. Donc avec mes propres biais, mais voilà, t'as compris. Moi, ce que je ferais déjà, c'est que je partirais de mon observation personnelle, qui est que la seule corrélation que j'ai identifiée entre mes performances commerciales, ma génération de leads et mon contenu LinkedIn, c'est le taux d'impression. Ok. C'est-à-dire que tant que j'ai un taux d'impression global qui reste dans la moyenne de ce que je fais, je vais rester sur une acquisition qui va être stable. À partir du moment où je vais avoir une acquisition qui va déroger de la moyenne, je vais avoir un surplus ou une baisse systématiquement. Genre, j'ai jamais observé d'autres corrélations que celle-ci. Malgré toutes mes tentatives de faire des posts tofu, mofu, bofu, de faire des posts ultra nichés, des témoignages clients et tout, le seul truc que j'ai identifié, c'est dès que j'ai un post qui part viral, j'ai une hausse de leads dans la journée. Ok. C'est vraiment, donc, je me concentrerai là-dessus, sur faire des posts, pas faire des posts viraux pour faire des posts viraux, mais
faire en sorte de maximiser en tout cas la charge virale de mon contenu. Donc ça, premier truc. Deuxième truc, j'éditorialiserai la distribution de mes posts. LinkedIn en ce moment, c'est une plateforme qui a tendance à à évoluer beaucoup. Il y a encore eu des bouleversements algorithmiques en ce moment, ça change continuellement. C'est une plateforme qui est de plus en plus précaire, précarisante en tout cas, qui a énormément de choses à apporter encore et il faut continuer d'investir dessus. Mais pour moi aujourd'hui, c'est pas, c'est un risque c'est un risque très conséquent que de se reposer exclusivement sur LinkedIn, tout simplement parce que c'est une plateforme algorithmique. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais en place un système. Tu publies combien de fois par semaine? Entre 3 et 5 fois. Entre 3 et 5 fois. Je ferais en sorte de distribuer déjà quasiment systématiquement ma newsletter, soit donc en premier commentaire, en lien à la fin du post ou quoi. Juste en petit call to action comme ça. Je ferais un post par semaine qui irait distribuer ma newsletter de façon explicite, direct. Explicite, ouais. Exactement. Je pense que tu as déjà vu comment je le fais de mon côté. Mais vraiment un post de distribution qui tease l'édition du lendemain avec un gros apport de valeur, etc. Donc je sais pas comment t'éditorialises ta newsletter. J'imagine qu'il y a une partie curation, qu'il y a une partie... Oui, en fait, là, je l'ai déjà pas mal poussé, comme tu le disais, la newsletter. Bon, ces derniers temps, ça a été un peu plus rock'n'roll, mais c'est une des choses que j'avais prévu de refaire. La newsletter, elle sort tous les 15 jours. Et donc de faire effectivement 1 ou 2 posts qui poussent la newsletter avec justement une partie du contenu de la newsletter pour mettre en avant. Ok. Moi, j'irais en mode, j'irais en 2 temps. Je ferais du pré-CTA et du post-CTA. C'est-à-dire que post-CTA, c'est exactement comme tu le fais. C'est-à-dire que tu partages un pan, un extrait de ta newsletter et tu proposes aux gens de s'inscrire à la newsletter ou alors idéalement de recevoir l'édition en question intégrale au format e-book. Par la même occasion, tu les inscris à la newsletter. C'est un truc que je fais qui fonctionne extrêmement bien, tu vois. Nous, on a, alors là, en ce moment, on est en refonte sur le sujet, mais on a les archives, Skilesia, qui est une plateforme comme ça, en propre, sur laquelle on compile tout notre contenu. Donc, toutes les éditions de la newsletter et tout. Donc, dès qu'on en sort une, on l'exporte en PDF, qu'on met sur la plateforme. Là aujourd'hui c'est en propre sur Webflow, mais à l'époque c'était un Podia, tu vois, donc tu peux le faire gratuitement en fait, t'as des outils pour ça et ça fonctionne extrêmement bien et en fait ça devenait un outlet, les archives en fait de notre contenu et en fait on distribuait à chaque fois l'édition passée de la newsletter au format PDF ou quoi et on invitait les gens à s'inscrire à cette plateforme là pour y accéder, pour obtenir le contenu. Et donc, automatiquement, on avait une automatisation qui faisait qu'on les inscrivait à la newsletter et qui donc nous permettait de générer des opportunités, générer du lead et tout, et de faire du flux. Donc ça c'est du post-CTA. C'est un truc que tu peux faire pour chaque newsletter continuellement. Et après, tu as le pré-CTA, c'est un teasing la veille ou l'avant-veille de ton édition, où là, en fait, tu vas teaser ce que tu vas envoyer, la valeur que tu vas délivrer, et t'invites les gens à s'inscrire, FOMO, ils cliquent, et ça génère de l'inscription, tu vois. T'as un troisième type de distribution qui est vraiment cool aussi, c'est le côté building public, que tu vas corréler à ton combat personnel. Donc là, tu vas te mettre plus en scène, ton storytelling personnel, ton combat, et en fait, tu vois, ce que les gens n'ont pas compris, ont du mal à comprendre avec le branding, c'est qu'en fait, le branding, si je devais résumer, c'est simplement donc le personal branding aussi, mais c'est quoi? C'est très lié, c'est très similaire. Le branding, c'est un combat dévorant dans lequel ton écosystème de marque, ton écosystème d'offres deviennent des artefacts. Okay. Tu vois. Donc en gros, faut te voir un petit peu comme la générale, une générale d'armée, tu vois, dont le rôle est de fédérer une armée, donc ton marché, qui va non plus être frontal, mais qui va être dans ton dos, qui va te soutenir, le bras en l'air, tu vois, à scander le même chant que toi vers ton objectif, qui est votre objectif commun, qui est le combat que vous menez, qui est la quête que vous menez. Et en fait, ton écosystème d'offres, offres payantes, offres gratuites, ton contenu et tout, chaque élément en fait va être un artefact, va être une arme en fait de votre attirail pour mener ce combat à bien, tu vois. En fait, quand t'as compris ça,
t'as compris en fait ce qui est profondément le branding. Et donc en gros, si toi demain tu arrives à te mettre en avant avec du contenu où tu vas parler de ton combat, tu vas parler de en quoi ce combat est essentiel, comment tu le mènes et en quoi ta newsletter est un pas de plus hebdomadaire vers un monde plus inclusif, un monde du travail plus inclusif, un monde du travail moins discriminant, en fait, t'as tout gagné. Et tu peux en parler continuellement parce que le simple fait de parler de ton combat va distribuer en fait cet écosystème d'offres par capillarité, tu vois. Et tu vas le positionner comme une évidence au final. Donc en fait, j'irai aussi axer un pan de ton contenu vers ça. Et après, je ferai des posts de distribution explicites sur tes contenus, sur le podcast, etc. Où là, quelque chose qui fonctionne toujours très bien, et je pense que tu l'as déjà testé, et a fortiori dans ton secteur, c'est les formats portraits en fait, tout simplement. Format portrait, tu vas mettre en avant le côté le storytelling en tant que tel, mais le côté t'as différents axes. T'as la spectacularité de l'invité, la spectacularité de son parcours, spectacularité de son accomplissement. Par exemple, tu vas recevoir la cadre, je sais pas, la DRH d'un grand groupe qui a fait passer une boîte de 10% de salariés femmes à la parité en 3 ans, tu vois. Donc là, grosse spectacularité. Quelque chose de plus axé pathos, sinon, tu vois, j'en sais rien. Donc, moi, j'irais rééditorialiser comme ça, de cette manière-là. Donc, pré-CTA, post-CTA. Newsletter, vraiment investir dans la qualité. Vraiment l'avoir comme la pièce maîtresse de ma stratégie de contenu, ma stratégie média. Parce que c'est ce qui va te permettre de posséder ton audience, ça tu le sais. Tu dépendras plus des algorithmes. Donc, vraiment, j'orienterai énormément mon énergie là-dessus. Et après, vraiment parler beaucoup de ton combat, parce que je pense que déjà ton combat c'est ce qui t'anime, c'est ce qui t'habite. Alors, le fait est que en plus de ça, il y a un zeitgeist qui est très fort en ce moment, un momentum très fort. Il y a une vraie prise de conscience autour de l'inclusion, autour de l'inclusivité, et donc tu peux y aller à fond dessus. LinkedIn en plus est très réceptif à ça en ce moment, donc vas-y à fond. Et j'espère que ça t'aide jusque-là. Ça m'aide beaucoup jusque-là. Ouais. J'ai une question, mais si tu veux finir, après je te la pose. Dis-moi. Quand tu parles de maximiser la viralité, c'est quoi tes bons tips pour construire un post, tu vois, qui va... qui va permettre justement... Maximiser la viralité, c'est pas... Tu vois, justement, c'est... t'as... plusieurs alors je parle même pas je vais parler du copywriting après, la façon dont tu rédiges le truc et tout, mais déjà dans l'angle que tu vas prendre, t'as différentes choses, t'as différents leviers qui fonctionnent très bien. T'as justement ce levier mise en avant d'une personne tierce. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien si t'appuies sur les bons curseurs. Donc, comme je te l'ai dit, l'aspect spectaculaire, l'aspect un peu plus pathos, parcours de vie, etc. T'as le positionnement sur une cause, sur une cause de fond, porteuse avec un fort momentum. Donc, en ce moment, tu parles d'écologie, tu parles de future of work, bien-être au travail, tu parles d'IA, tu parles de ChatGPT, il y a 3 ans, tu parlais de copywriting, tu parles d'inclusivité. C'est des sujets aujourd'hui qui sont porteurs. Donc déjà, c'est le je me répète un petit peu, mais tu vois vraiment déjà, t'as fait 50% du travail dans le choix de ton thème et dans le choix de ton angle. Ensuite, t'as l'aspect transactionnel. Justement, tu peux viraliser un post très très fort parce que ce post apporte énormément de valeur. Et donc, les gens vont liker par simple réciprocité. Ils vont te liker pour te remercier, tu vois. Les 4 raisons pour lesquelles les gens like un post, engagent sur un post, t'en as que 4, en fait. Et ça vaut pour tous les réseaux sociaux. C'est par réciprocité, donc remerciement. Il te leur apporté de la valeur, il te remercie. Là. Par soutien, solidarité. Tu partages, soit tu partages un accomplissement, tu partages une galère, quelque chose qui t'est arrivé, ou le vécu de quelqu'un d'autre.
les gens vont liker par solidarité, par connivence. Donc là, tu vas partager, prendre une position forte sur un combat qui t'est cher. Les gens vont liker pour te manifester leur accord, en fait, tout simplement. Ou leur désaccord, mais la plupart du temps, c'est pas en commentaire. Et après, le dernier... Oui, ou en message privé. Ouais, exactement. Et tu connais. Et après, le dernier, c'est ce que j'appelle le mindfuck. C'est le plus technique. Par contre, c'est le plus intéressant d'un point de vue positionnement, d'un point de vue légitimation. C'est quand tu vas venir tordre le cou de façon extrêmement argumentée à une idée reçue. Voilà, tout simplement. Et que tu vas réprouver un dogme ou un élément de la doxa qui a la peau dure, quoi, tu vois. Et donc, c'est ce qui va être susciter le plus de débats, c'est ce qui est le plus technique à faire, mais c'est ce qui est le plus intéressant à faire aussi quand tu as un objectif de légitimation en tant qu'expert sur un sujet ou quoi. Et donc, je sais pas, par exemple, tu vas venir demain, typiquement tout à l'heure, ce dont tu m'as parlé, les robinets. Là, t'es dans le cas typique d'un post, d'un contenu mindfuck. Voilà. Où là, tu vas ouvrir le champ d'horizon des gens. C'est pas de la valeur en tant que telle, c'est une ouverture des chakras, tu vois, concrètement. Et donc, là, sur chacun de ces pans, t'as de la viralité en puissance. Tu fais un post archétypiquement extrêmement chargé en valeur, tu vas générer énormément de réactions, de remerciements, de réciprocité. Tu fais un post extrêmement qui partage un parcours de vie, qui partage une galère extrêmement intense, tu vas gérer énormément de soutien. Pareil pour du mindfuck, pareil pour de la connivence, tu vois. Donc après, c'est juste toi à quel point t'es prête à mettre le potard, tu vois. Et là, on en vient à l'aspect, maintenant rédaction, purement rédactionnel, copywriting et tout. Donc là, c'est un travail maintenant sur ton style. T'étais en avocature, donc je pense que t'as beaucoup travaillé ton style. Mais énormément de tes performances vont jouer dans ton accroche. Donc l'accroche doit être, je t'enverrai le kit que j'ai fait ou avec toute ma stratégie LinkedIn et tout pour t'expliquer exactement dans le détail comment faire tes accroches. Mais il y a même du chat GPT dedans, tu verras. Mais en gros, une accroche très forte pour moi, c'est une accroche où t'as l'essentiel de en gros, qui est tellement exhaustive, qui se suffit tellement à elle-même dans la rétribution du postulat, dans la restitution des bons mots-clés, tu vois, que dans l'absolu, c'est ta feuille de route pour le reste du post. C'est-à-dire que ton accroche est censé donner 90% de ce que tu vas donner dans ton post. Voilà. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est te contenter dans ton post de délivrer sur ta promesse ou sur le thème que tu abordes. Donc, par exemple, dans l'exemple d'un post, on va reprendre l'exemple du post des robinets. Ça serait quelque chose comme peu de champs. Moi, ce que je te conseille, c'est d'en écrire 10 des accroches et après tu choisis. Mais une des accroches, ça serait très peu de gens savent que l'élément le plus discriminant des entreprises sont les robinets automatiques. Je m'explique. Avec une photo d'un robinet, tu vois. Ouais. Quelque chose de tout bête. Et là, ensuite, tout ce que tu as à faire dans le développement, c'est de délivrer sur la base de ta promesse, tout simplement. Et c'est quelque chose qui marche pour n'importe quel réseau social. C'est ce que font les youtubeurs, par exemple. Ils partent du titre. Ouais. Nous, c'est ce qu'on fait aussi de plus en plus, mais ils partent du titre de la vidéo. Ils trouvent le bon titre. Et ensuite, tout ce qu'ils ont à faire, c'est délivrer la promesse du titre. Et ça marche. Et voilà. Je sais pas si ça te donne des billes. Ça me donne beaucoup de billes. Oui, je lis de plus en plus comme quoi il faut effectivement énormément travailler l'accroche. Je crois que c'est Maud Alavès dans l'une de ses dernières newsletters qui disait il faut passer 80% de son temps sur l'accroche et 20% sur la rédaction du reste du post. Ça demande... Alors, au bout d'un moment, ça va devenir un automatisme. Moi, je suis vraiment d'avis... Soit l'accroche te vient... Voilà, soit l'accroche te vient de façon assez évidente, tu vas en écrire une et tu sais que c'est la bonne. Dans ces cas-là, il faut y aller. Soit t'es moins sûr, écris-en 5, 10, tu choisis celle que tu préfères. Moi, j'aime bien A/B tester aussi. Je vais demander, par exemple, à mon équipe ce qui est celle qu'ils préfèrent et ils votent. Ça m'arrive de le faire.
Ça m'arrive aussi régulièrement de supprimer un post parce que je sens que l'accroche ne prend pas. Je le retravaille, je retravaille l'accroche et derrière le post prend. L'accroche, c'est ce qui demande effectivement beaucoup de travail. Après, ça veut pas dire que tu dois, pour chacun de tes posts, passer énormément de temps sur l'accroche. De temps en temps, ça va cliquer vite. Et après, un hack qui est tout con, justement, c'est de faire exactement comme les youtubeurs. C'est de commencer tes posts, t'entraîner à commencer tes posts vraiment par l'accroche. C'est beaucoup plus galère d'écrire ton post, d'écrire le développement et ensuite de trouver l'accroche qui va avec. Tu verras que c'est beaucoup plus facile de commencer directement par l'accroche et au bout d'un moment, ça va devenir même une habitude. C'est-à-dire que quand tu auras une idée de post, tu vas prendre cette habitude de directement écrire l'accroche. Et là, ça te fait gagner un temps de fou. Mais ouais, l'accroche fait vraiment toute la différence. Ouais. Super. Écoute, est-ce que tu as d'autres sujets? Écoute, comme je te disais, ça va être mon gros sujet 2024, de retravailler toute la stratégie de contenu pour asseoir et continuer la croissance de projet Adelphité autant que possible via la création de leads, via LinkedIn ou la newsletter. Donc, tout ce que tu m'as dit là, ça... Tu sais, je sais plus combien de fois on a besoin qu'on nous répète quelque chose pour que ça rentre dans le crâne. Je le lis, je l'entends, etc. C'est hyper précieux. Parce que parfois, on nous l'explique d'une manière un peu différente et ça fait des déclics. Et je pense que j'ai eu quelques déclics. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer. Trop bien. Si tu veux, tu peux faire signe à Mélanie, qui va t'envoyer, qui pourra t'envoyer le kit LinkedIn, justement, que j'ai bossé. Avec toute ma stratégie, j'ai 17 accroches de posts dedans. Donc c'est réservé à nos clients. C'est avec 17 accroches de posts, tu as 14 templates de posts. Les templates, c'est vraiment issu de mes propres posts à moi, avec toute ma méthode en fait pour écrire des posts. Comme ça, tu as tout ce qu'il faut, quoi. Et tu retrouves les 4 vecteurs de like dedans. Enfin, t'as tout. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plein de clients. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut souhaiter à chaque personne entrepreneuse. Non, vraiment, de trouver continuer à trouver des clients, de continuer à grandir et à m'épanouir avec Projet Adelphité. Trop bien. Tous tes liens sont dans la description. Super. Et on se dit à très vite. À très vite. Salut à tous. Bye bye.